Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dont la thématique est « Je me reconvertis » qui s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter un premier niveau d'information, vous expliquer comment il fonctionne, le dispositif et en quoi consiste le CEP. Donc c'est un outil d'accompagnement sur ces thématiques. Donc, en introduction, juste pour un petit peu fixer ce webinaire, je vais essayer de vous synthétiser, de vous expliciter un petit peu ce webinaire en 45 minutes. Vous allez pouvoir poser vos questions à la fin du chat, via le chat. Je y répondrai par écrit et aussi oralement. Vous avez aussi la possibilité de poser, je me répète, de poser vos questions via l'onglet questions, et aussi de voter par les questions qui vous intéressent, de les faire remonter en cliquant dessus. Bien, alors je reviens sur cette semaine de l'évolution professionnelle qui est organisée avec les opérateurs du conseil en évolution professionnelle, du salarié du privé et des indépendants. Alors, ces opérateurs, évidemment, l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane et Anti-ARH Corse, d'accord, vous proposent cet événement 100% digital, gratuit et accessible à tous, je dirais. Et cette année, nous avons plus de 100 webinaires, donc avec des thématiques différentes. Je vous invite à consulter nos thématiques et de vous inscrire sur d'autres webinaires. Donc, dans le cadre de cette semaine d'évolution, dans le cadre de ces semaines d'évolution professionnelle, aujourd'hui, nous allons aborder avec moi, j'ai le plaisir d'animer le webinaire « Je me reconvertis ». Donc, 5 points clés sont abordés dans ce webinaire. Alors, je vais juste demander à ma collègue, je dirais, de remettre cette slide. Merci. Alors, 5 points importants sont abordés lors de ce webinaire. Le conseil en évolution professionnelle, c'est pourquoi, c'est pour qui. Alors, il est important aussi d'évoquer l'impact de la crise sanitaire sur les reconversions professionnelles, les étapes pour élaborer un nouveau projet professionnel, ainsi que d'explorer les dispositifs de la reconversion. Évidemment, on terminera à savoir comment justement solliciter le conseil en évolution professionnelle. Pour repositionner un petit peu ce webinaire, on va d'abord s'interroger sur le conseil en évolution professionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le conseil en évolution professionnelle, c'est un processus d'appui à tous les salariés indépendants pour faire le point sur sa situation professionnelle. Donc, il est totalement gratuit, il est confidentiel, il est neutre, il est accessible et impartial. Alors, c'est simplement ce premier contact avec les bénéficiaires qui nous sollicitent nous permet d'établir un état des lieux partagé qui va permettre par la suite d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Alors, je reviens sur la confidentialité. Alors, quand les personnes nous saisissent, il faut que vous sachiez que le conseil en évolution professionnelle, tout ce qui est partagé entre le conseiller et la personne qui nous sollicite est strictement de l'ordre de la confidentialité. Rien n'est transmis à l'employeur ou à un organisme de formation. Donc, l'accessibilité, on verra beaucoup plus tard dans la slide qui va suivre, l'accessibilité va dépendre de votre statut. Alors, pourquoi impartial ? Impartial, justement, parce qu'on n'est pas là pour juger les personnes ni les projets, donc on est là pour écouter, accompagner au mieux les personnes en les informant et notamment pouvoir réaliser leurs projets professionnels. Donc, comme je vous disais dans la slide précédente, évidemment, tout va dépendre de votre statut. Donc, pour les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants, vous allez pouvoir vous orienter vers un des opérateurs privés tels que le réseau EVA, Axis, BGE, le réseau Évolution et Antea
entre autres RH pour la Corse. Si vous êtes cadre, donc il faudra vous adresser à l'APEC, d'accord. Si vous êtes demandeur d'emploi, effectivement, le Pôle emploi, les conseillers bénéficient justement d'un statut de CEP. Hein. Si vous êtes âgé entre 16 et 26 ans, les missions locales accompagnent les jeunes. Hein. Et si vous êtes en situation de handicap, le Cap emploi est la structure qui peut vous accompagner au mieux. Alors, pourquoi? Dans quel objectif? Tout simplement, le CEP accompagne justement les personnes dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie selon les situations des personnes et vers une évolution professionnelle, vers le développement des compétences, la reconversion, la transition professionnelle, mais aussi vers la reprise de la création d'activités, vers une certification professionnelle et la mobilité interne ou externe. Alors, comment? Tout simplement, donc une personne, lors du premier contact, quand elle nous saisit par téléphone ou par le net, je dirais, un contact est établi, hein, c'est le premier point d'aiguillage. Elle va exprimer ses besoins en disant qu'elle a besoin justement d'un rendez-vous avec un conseiller parce qu'elle a un projet ou tout simplement pour obtenir des informations. Donc, on va l'aiguiller vers un entretien un premier entretien avec un conseiller qui va constituer un premier niveau d'information, d'accord? Et lors de ce premier niveau d'information, le conseiller va pouvoir répondre aux attentes de la personne. Alors, je vais juste vous donner un petit exemple. Une personne qui voudrait avoir des informations sur les formations de secrétariat va appeler, on va lui fixer un rendez-vous dans les 10 jours, d'accord, qui suivent son premier aiguillage, et on va la renseigner sur le métier, sur les savoirs de base du métier, sur l'offre de formation disponible sur son territoire, sur sa région, mais aussi les différents environnements professionnels hein, où elle est amenée à exercer ce métier. Évidemment, nous l'informons également sur les dispositifs de financement pour justement réaliser son projet de formation. Alors, on peut s'arrêter, ce premier niveau de conseil, on peut s'arrêter au premier niveau d'information. Si la personne ne souhaite pas tout de suite entamer un accompagnement pour réaliser sa formation, elle peut s'en tenir à là. Alors, si la personne désire qu'on l'accompagne dans son projet, on peut organiser un parcours d'accompagnement tout à fait personnalisé afin d'analyser la faisabilité du projet, mais aussi d'élaborer des étapes pour, je dirais, aboutir à ce projet. Donc, tout en construisant, évidemment, un plan d'action pertinent qui va pouvoir respecter les échéances, les délais de réalisation de ce projet. Oui. Alors, la reconversion, c'est quoi? Alors, oui, la reconversion, avant de penser reconversion, je dirais, il faut définir ce que c'est une reconversion. Tout à fait. Alors, la reconversion, c'est une démarche qui vise à changer de métier ou de statut professionnel. Alors, pourquoi le statut professionnel? Je reviens sur cette notion. On peut être très bien pendant des années dans le salariat et avoir une envie d'entreprendre et d'être chef d'entreprise. Voilà pourquoi on précise de changer de statut professionnel. Alors, les raisons qui accompagnent cette reconversion, elles sont propres à chacun, d'accord? Elles peuvent être tout simplement, on peut avoir le sentiment de stagner sur son poste de travail, d'accord, de ne plus retrouver une satisfaction personnelle, d'accord. On peut avoir aussi besoin d'évoluer, je dirais, de progresser. On a le sentiment parfois de ne pas optimiser, qu'on n'optimise pas ses capacités sur un poste.
On peut aussi, elles sont liées à des contraintes de santé. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui disent ne plus pouvoir assumer leur mission et qui envisagent une reconversion car leur poste présente une pénibilité physique ou intellectuelle, hein, je dirais. On peut aussi avoir envie de changer pour des désirs d'entreprendre, de créer ou de reprendre une activité professionnelle. Nous avons eu depuis un moment aussi des personnes qui sont venues nous rencontrer justement parce qu'elles s'interrogeaient justement sur la viabilité à long terme de leur métier et craignant qu'ils ne disparaissent. Et d'autres personnes sont venues aussi nous trouver, nous solliciter pour avoir un conseil, je dirais, sur les métiers émergents. Donc, évidemment, tout simplement, avant, je dirais, de mener ce changement, on va identifier les étapes ou démarches que l'on peut réaliser pour nourrir sa réflexion. Bien. Alors, pourquoi les étapes? Alors, il est important, avant de se reconvertir ou d'envisager une reconversion par la formation, de s'interroger, d'accord? D'évaluer d'abord aussi les freins, les difficultés de la mise en œuvre de cette reconversion et de ne pas se lancer au hasard. Voilà. Alors, d'où l'intérêt de pouvoir mobiliser le conseil en évolution professionnelle pour être accompagné et disposer d'un espace, d'accord, et d'outils justement pour travailler ces étapes. Donc, je vais nommer ces étapes que je vais développer postérieurement. Donc, on va commencer tout d'abord pour faire le point sur son parcours. Puis, identifier et valoriser ses compétences, identifier ses ressources, c'est-à-dire ses motivations et ses valeurs. Puis, une fois qu'on a identifié, je dirais, ses compétences, ses motivations, on va pouvoir passer à l'étape de l'exploration des métiers et des débouchés. Une fois passé ce cap, d'accord, on va pouvoir fixer, je dirais, notre projet professionnel principal. Bien, ce projet déterminé, on va pouvoir passer à la recherche d'une formation ou d'un dispositif en adéquation avec son projet. Et suite à cette recherche, évidemment, qui en découle, d'étudier les possibilités de financement. Une fois que ce projet en route, il faudra fixer des étapes pour fixer ces étapes, il faut mettre en place un plan d'action. Et un plan d'action avec des échéances, des délais, et évidemment pour aboutir à la réalisation de son projet de formation. Oui, n'est pas grave, merci. Alors, non, on a sauté une petite étape. On n'a pas le bon PowerPoint. Alors, dans ce projet, on a un petit problème sur, je dirais, les slides. Donc, je vais essayer d'étayer au maximum ces différents points, d'accord? Mais il nous manque quelques slides, ces points que je viens d'évoquer. Donc, vous n'avez pas le PowerPoint, je dirais, où vous pouvez lire. Ce n'est pas grave, hein, on va essayer de faire au mieux, je dirais. Alors, pourquoi? Dans un premier temps, pourquoi faire le point de son parcours professionnel? Il est important tout simplement de se poser et de se dire à un moment T, il faudrait que je fasse un petit peu le point sur mes expériences professionnelles, sur mon parcours, quels sont les aspects de ma situation qui de mon métier me plaisent et celles qui ne me plaisent plus, d'accord? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de nourrir
je dirais, mon futur projet professionnel, d'accord? Et faire un petit peu la somme de ce qu'on a retenu de positif et de négatif dans son parcours professionnel, mais aussi extra-professionnel. Donc, je dis pourquoi extra-professionnel? Parce que quand on fait un petit peu l'introspection dans sa vie professionnelle, il est aisé parfois de connaître ses compétences et parfois on perd de vue que toutes les compétences qu'on développe dans sa vie extra-professionnelle peuvent, je dirais, nous aider, je dirais, à concrétiser un projet professionnel. Alors, je m'entends. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez un exemple un petit peu concret. Une personne qui, dans sa vie professionnelle, exerce dans une grande distribution et qu'elle est sur un poste d'employé libre-service, dans sa vie extra-professionnelle, elle peut être amenée à être bénévole dans une association ou être encadrant sportif dans une association sportive ou tout simplement être un conseiller municipal. Et donc, au cours de ces activités extra-professionnelles, elle va développer des compétences, des savoir-être, d'accord, qu'elle peut mobiliser dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Alors, il est important de souligner qu'on fait le bilan un petit peu de ses expériences, de son parcours professionnel, mais aussi de ses expériences extra-professionnelles, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier. Donc, cette formalisation, justement, elle passe par l'écrit. Donc, il est utile de pouvoir identifier un petit peu son expérience, mais par écrit, de le formaliser par écrit, parce qu'on va avoir un recul, il y a des choses qui vont nous revenir. Et nous, dans le cadre de notre suivi du conseil en évolution professionnelle, nous travaillons sur des outils, d'accord, qui vont permettre justement cette introspection. Bien, le deuxième point, donc, c'est identifier mes compétences. Je continue à peu près par rapport à ce premier, donc toujours dans la lancée du faire le point sur mon parcours, identifier et valoriser mes compétences. Très bien. Alors, dans le terme de savoir ce que c'est une compétence, d'abord, il faut la définir. Une compétence, c'est ce qu'on sait faire, d'accord, dans un contexte professionnel bien défini, d'accord. Et une compétence, tout simplement, eh bien, elle peut être, je dirais, professionnelle, mais elle peut être aussi extra-professionnelle. Dans ces compétences, on peut lister aussi quelles sont nos qualités, quels sont nos savoir-être, qu'est-ce que je sais faire, d'accord? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Donc, le mot compétence aussi rassemble trois notions principales. Qu'est-ce que je sais, mes connaissances? Quels sont mes savoir-faire? Et aussi, quels sont mes savoir-être, ceux dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, la combinaison de ces trois types de savoirs font qu'on maîtrise, on met en œuvre, je dirais, ces trois compétences pour réaliser une action. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment je peux m'orienter? Je suis un petit peu perdue. On travaille alors essentiellement sur des outils tels que le Codrom, comme aussi les métiers référencés sur le répertoire national des certifications professionnelles, qui vont faire l'inventaire des activités de base et spécifiques d'un métier. D'accord? Donc, ça va pouvoir aussi, je dirais, éclairer la personne un petit peu si elle n'a pas la notion de ses compétences professionnelles ou extra-professionnelles. Donc, on peut aussi faire appel aux conseillers en évolution professionnelle pour travailler justement à l'identification de ses compétences. Bien. Mais ça ne suffit pas. Alors, parce qu'il faut identifier aussi ses ressources. Une personne qui se passe lancer sur un projet de reconversion professionnelle, il faut qu'elle identifie ses motivations.
D'accord? Et ces valeurs. Donc, nos valeurs, elles peuvent évoluer au cours de notre parcours professionnel. Hein. Elles ne sont pas les mêmes. Hein. Nos motivations non plus, parce que tout simplement, on est amené à évoluer, à changer. En termes de valeurs, je vais vous prendre un exemple. Le Covid, pour certaines personnes, un petit peu replacer certaines valeurs au centre de leurs préoccupations, je dirais, comme l'entraide, vouloir donner un sens à son activité professionnelle, être dans l'écoute, dans la relation à l'autre. Donc voilà, on peut imaginer. Et puis aussi, dans la motivation aussi, à ne plus occuper des postes, je dirais, où on n'est plus en lien directement, c'est-à-dire on va rechercher des postes avec un environnement professionnel différent, hein, une envie de travailler par exemple à l'extérieur ou à l'intérieur, de vouloir travailler en équipe ou seul, hein, je dirais, c'est aussi souvent, on entend souvent ça comme motivation, et on entend souvent, voilà, de rechercher une reconversion professionnelle en adéquation avec sa vie privée, je dirais, et que le travail n'est pas le centre, je dirais, ne soit pas le centre d'une préoccupation d'une personne, et que la personne, elle voudrait concilier une vie personnelle et une vie professionnelle. Voilà, alors, toutes ces, je veux dire, les motivations et les valeurs, ce sont des ressources sur lesquelles la personne peut s'appuyer, je dirais, justement, pour identifier, pour se positionner dans un projet professionnel. Donc, une fois que nous avons un petit peu établi, je dirais, identifié ces différentes étapes, non seulement très importantes, on va pouvoir explorer, je dirais, les métiers. Donc, sans exploration d'un métier, on a tendance à se tromper de formation, on a tendance aussi à avoir une idée un petit peu approximative d'un métier, ne pas savoir les contraintes de ce métier, d'où l'importance d'explorer les métiers. Alors, tout à l'heure, je vous ai un petit peu indiqué qu'il y avait quand même des outils sur lesquels et des sites sur lesquels on pouvait se renseigner. Alors, évidemment, il est à savoir que nous disposons de ressources documentaires importantes sur les sites Internet. Donc, évidemment, lesmétiers.fr, l'ONISEP présente des vidéos, des panoplies d'explications sur les métiers, mais on peut se renseigner aussi auprès, je dirais, pardonnez-moi, auprès des métiers. Pardonnez-moi. On peut se renseigner aussi sur la base des métiers de Pôle emploi, hein, qui a quand même, je dirais, une base importante de documentation. Et si ce n'est pas assez, et parfois on rencontre des personnes qui restent sur une idée approximative, on conseille aux personnes de s'orienter vers des enquêtes métiers. Donc, pourquoi les enquêtes métiers? Elles sont indispensables pour connaître un peu la réalité du terrain. Donc, l'enquête métier, comment on constitue une grille d'évaluation, on enquête auprès de professionnels ou tout simplement auprès d'un chef d'entreprise pour connaître le métier. Ce n'est pas uniquement, nous avons d'autres dispositifs qui vont permettre aussi de connaître et d'avoir une idée un peu plus précise sur les contraintes, les atouts d'un métier, les possibilités d'évolution d'un métier. Donc, c'est les stages en immersion. Donc, les stages en immersion d'entreprise, les PMSMP, on a la possibilité, hors temps de travail, hein, évidemment, c'est pris sur vos congés, d'être en immersion totale dans une entreprise, de suivre pendant 4-5 jours un salarié
et d'être au cœur de ce métier et de pouvoir observer, je dirais, directement les missions, mais aussi les contraintes et les obligations de ce métier. Donc, avec cette grille d'information, je dirais moi, vous pouvez, je dirais, librement vous faire une idée précise si, pour confirmer ou infirmer un projet de formation. Il est très, je dirais, il est quand même assez pas recommandable de se lancer dans une formation si on ne connaît pas un petit peu les aspects d'un métier. Ça éviterait les abandons de formation, aussi un coût de formation important qu'on aurait, je dirais, financier qui tombe à l'eau. Donc, il est important de prendre du recul, de s'informer, de se documenter avant de s'engager. Donc, une fois qu'on a exploré ces métiers à travers les différents dispositifs, le site de Pôle emploi, les salons professionnels, je n'ai plus de slide. Voilà. Donc, oui. Alors, pardonnez-moi, on a quelques petits, je dirais, petits défauts techniques. Ce n'est pas grave. On va pouvoir enchaîner. Donc, une fois que nous sommes armés, documentés, donc, on va arrêter son choix professionnel principal. Donc, il est conseillé, je dirais, il est conseillé aussi de prévoir un plan B. Pourquoi ? Parce que si un plan A ne fonctionne pas, votre choix principal, pour diverses raisons, n'aboutit pas, je dirais, eh bien, il est important de pouvoir prévoir un plan B facilement mobilisable. Bien. Alors, une fois que ce projet de formation professionnelle est arrêté, alors le conseiller ou même, eh bien, on est à la recherche, on se met à la recherche d'une formation ou d'un dispositif, de formation en adéquation avec son projet. Alors, comment rechercher une formation ? Alors, on a la chance, je dirais moi, d'avoir un réseau CARIF, d'accord, dans toutes les régions. Alors, en Corse, c'est le CARIF-OREF, pardonnez-moi du raccourci. En Corse, c'est le CARIF-OREF. Sur d'autres régions, il porte un autre nom, et il va lister toutes les formations présentes sur le territoire, en présentiel ou en distanciel. Vous allez aussi pouvoir compter, je dirais, sur certains dispositifs mis en place par les collectivités locales, régionales. Alors, nous, je sais que nous sommes sur une présentation nationale. Moi, je vais vous dire juste un petit peu à notre niveau. Nous, en Corse, nous avons un dispositif qui via une plateforme Corsica Orientation et qui répertorie toutes les formations et les organismes de formation. Donc, vous avez aussi la bonne formation, de Pôle emploi, où vous allez indiquer sur un moteur de recherche via la plateforme Emploi Store. Vous mettez l'intitulé d'une formation, le code postal, et on va vous répertorier les formations dans le secteur géographique dans lequel vous recherchez l'information. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il ne faut pas se lancer, vous allez me dire que je me répète, mais il faut avoir aussi conscience, je dirais, de ce qu'on recherche comme type de formation. Tout à fait, pourquoi ? Parce que si je ne suis pas disponible, il faut tenir compte de ces freins, je dirais. Si je suis une personne, une mère de famille avec des obligations familiales et donc je ne peux pas me rendre, je ne peux pas justement pouvoir poursuivre une formation en présentiel.
c'est de dire, voilà, de vous fixer les priorités, de dire, moi, je préfère faire, recherchez-moi une formation en présentiel parce que en distanciel, parce que le présentiel, je ne peux pas me former en présentiel. Alors, l'obligation d'envisager un projet de reconversion professionnelle, c'est de connaître bien ses limites, bien ses freins avant de s'engager. Alors, ces formations, je dirais, moi, est-ce que je peux revenir 2 minutes sur la slide? Pardon, c'est ma collègue qui est qui m'aide, Sandrine, qui m'aide à vous expliquer un petit peu notre webinaire. Alors, une fois qu'on a trouvé justement la formation adéquate, on va réfléchir justement aux possibilités d'étudier, je dirais, le financement de ces formations. Alors, oui, pourquoi? Et chercher le dispositif le plus adéquat, celui qui correspond le mieux, je dirais, à votre projet de formation. Alors, nous allons voir un petit peu, tout à l'heure, je vais vous détailler les différents dispositifs existants, d'accord? Donc, une fois qu'on a vu ces différentes possibilités de financement, on va mettre en œuvre un plan d'action, d'accord, avec des étapes pour fixer les échéanciers, le délai, les différents interlocuteurs que l'on doit contacter, je dirais, pour pouvoir aboutir à l'élaboration de notre projet professionnel. Donc, ce qui me fait dire que la slide suivante, qui m'amène à vous présenter, je dirais, justement, ces différents dispositifs, je dirais, de formation, de financement de formation. Alors, tout d'abord, je ne sais pas si vous êtes informés, donc, du compte personnel de formation. Alors, qu'est-ce que c'est le compte personnel de formation? Donc, c'est un compte, tout à fait, qui permet d'acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Donc, il est actif dès le début de votre vie professionnelle. Il concerne les salariés jusqu'à 65 ans, je dirais, jusqu'à la date de départ en retraite. Et il sert à quoi? Tout simplement à financer certains dispositifs. Financer tout d'abord des formations certifiantes et qualifiantes enregistrées au répertoire national de la certification professionnelle, on est bien d'accord. On sert aussi à financer les actions de formation qui mènent à la création en entreprise, ou la reprise d'entreprise. Sert à financer aussi l'accompagnement, les actions d'accompagnement de la VAE, mais aussi la validation de certains blocs de compétences. Alors, ce compte personnel de formation aussi, on l'utilise pour pouvoir financer un suivi de bilan de compétences, mais aussi certaines formations spécifiques telles que le permis B ou le permis poids lourd. Sans oublier des formations, je dirais, comme CLEA, qui va nous permettre d'acquérir un socle de compétences. Alors, d'abord, à qui s'adresse-t-il? Comme je vous ai dit tout à l'heure, aux salariés, aux travailleurs indépendants. Bien, alors, les salariés de droit privé bénéficient d'un abondement de 500 € par an, d'accord, pour un salarié, je dirais, pour une activité salariale à temps partiel ou à temps plein sur l'année. Alors, les personnes qui ont un niveau inférieur au CAP peuvent bénéficier, ou qui sont en situation de handicap, peuvent bénéficier d'un abondement de 300 € supplémentaires, ce qui revient à dire qu'elles ont 800 € par an pour pouvoir. Les travailleurs non salariés, donc les indépendants,
peuvent bénéficier eux aussi d'un crédit d'un montant de 500 € par an, d'accord, à condition qu'ils soient à jour dans leur cotisation et qu'ils cotisent à la formation professionnelle. Les agents publics, fonctionnaires, alors eux, ce n'est pas en euros, mais c'est en heures. Donc, pour les salariés qui, je dirais, à temps plein ou à temps partiel, c'est 25 heures par an, 50 heures pour les agents de maîtrise, de catégorie C. À savoir que le compte, les formations référencées, donc on a le droit de pouvoir se connaître. Alors, pour les personnes, il est aisé de créer un compte, d'aller sur moncompte.gouv.fr, d'accord, de créer son compte et de voir le montant de son crédit, d'accord. Sur ce moncompte.gouv.fr sont référencées les formations, comme je vous ai dit, uniquement enregistrées au répertoire national de certification professionnelle et certaines formations spécifiques. Alors, voilà pour le... Alors, je reviens juste sur ces formations qu'on peut contracter via son CPF. Donc, ces formations, elles sont contractées, elles sont réalisées hors temps de travail. Donc, ou sur vos congés, ou hors temps de travail, on ne peut pas demander, sauf pour la VAE, où on peut demander justement un congé à son employeur pour bénéficier d'un accompagnement vers la validation des acquis de l'expérience. Donc, les formations contractées via le compte personnel de formation, je dirais, elles sont réalisées hors temps de travail. Bien. Vient ensuite le deuxième dispositif qui est un dispositif très important, je dirais, et je dirais pas innovant puisque ça fait depuis quelques années via le fonds GESIF avant qu'il était mis en place, mais depuis 2020, on a permis certains, je dirais, on a abondé certains services. C'est le projet de transition professionnelle. Alors, le projet de transition professionnelle, donc, il s'adresse pour quel type de projet? Toujours dans le cas d'un changement de métier ou de profession, hein, au regard des codes ROM, je dirais, des codes ROM des métiers répertoriés au code ROM. Pour quelle formation? Toujours pour des certifications éligibles au CPF, d'accord? Toujours inscrites au RNCP, d'accord? Il faut que les formations, les organismes de formation soient référencés Datadoc et puis à partir de janvier 2022, il faut qu'ils bénéficient d'une certification Calliope. Alors, ce projet de transition professionnelle, il doit d'abord comporter un bilan de positionnement qui est fait par l'organisme de formation, qui atteste des prérequis de la personne qui lui permet, je veux dire, qui va lui permettre d'intégrer la formation. Donc, pourquoi ce projet, ce financement de formation, pour quelle durée? Donc, il y a différents types de parcours, d'accord? On peut financer des formations longues, d'accord, quand le projet de formation le nécessite, d'accord, et surtout dans la limite des contraintes budgétaires, je dirais, des commissions qui examinent, je dirais, le projet de transition professionnelle. Alors, pour qui? Tout simplement pour les salariés en CDI, d'accord, en CDD, pour les intermittents, les intérimaires, et les intermittents et les intérimaires, évidemment, il faut qu'ils soient éligibles à certains critères spécifiques, on les verra tout à l'heure. Alors, je reviens pour le CDI. Je dirais, ce CDI, justement, les personnes en CDI, elles doivent attester de 20 ans en qualité de salarié, et quelle que soit la nature des contrats de travail. Mais avant tout, il faut qu'elle ait 12 mois dans l'entreprise actuelle pour bénéficier justement de ce dispositif de financement.
D'accord? Donc, il ne faut pas que la personne, il faut qu'elle soit en CDI pendant, évidemment, et qu'elle ne soit pas sujette à une rupture conventionnelle au moment où on saisit le conseil en évolution professionnelle. Donc, CDD, alors on dit CDD, évidemment, les personnes du secteur privé, intérimaires, intermittents. Donc, pour les CDD hors intermittent et hors intérimaire, pardon, il faut avoir 24 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, d'accord, quel que soit la nature du contrat successif au cours des 5 dernières années. Donc 4 mois consécutifs, d'accord, quand on saisit dans les 12 derniers mois. C'est-à-dire, pendant la personne, elle peut être, on a affaire souvent à des saisonniers, en cours des CDD ou des permittents, des personnes qui cumulent des CDD de 3, 4, 5, 6 mois et avec une période de chômage. La personne, quand elle nous saisit, d'accord, il faut qu'elle ait 4 mois de travail, donc elle ait 24 mois dans les 5 dernières années, donc 4 mois au cours des 12 derniers mois. Et quand elle nous saisit, il faut déposer sa demande, je dirais, pendant son contrat de travail, et pas avant et pas après. Donc, ça nécessite de prendre, je dirais, de s'organiser et de s'y prendre un peu à l'avance pour pouvoir instruire sa demande de financement. Alors, évidemment, ces formations, on a bien dit qu'il fallait qu'elles soient et qu'elles soient référencées. Mais ce n'est pas tout, parce que justement, votre demande va être organisée, va être instruite par Transition Pro, et notamment la commission paritaire interrégionale interprofessionnelle régionale qui va juger, je dirais, la pertinence du projet professionnel selon 3 critères. Donc, pourquoi j'insiste? Parce que quand une personne nous saisit, on pense souvent à défaut il suffit de faire une demande et que sa demande va être examinée, que c'est une formalité, sûrement pas. Donc, évidemment, la commission va examiner la cohérence du projet de transition professionnelle, c'est-à-dire la connaissance du métier, je dirais, la connaissance du métier, quelles sont les investigations que vous avez mises en place pour connaître ce métier, d'accord, quel est le cheminement qui vous a permis d'arriver, je dirais, à ce projet-là, à ce projet de reconversion. Elle va examiner le deuxième critère, c'est la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement envisagées. C'est-à-dire, il ne suffit pas justement de choisir une formation, il faut savoir expliciter pourquoi on choisit telle formation. Est-ce que c'est pourquoi on a choisi une formation, par exemple, en présentiel? Pourquoi cet organisme de formation? Pourquoi cette formation correspond à nos besoins, je dirais? Et tout ça, ça rentre dans le fait de pouvoir expliciter la pertinence de son parcours. Le troisième critère, c'est les perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Oui, il n'est pas aisé de... Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va dans une demande de financement, ce n'est pas se former et puis arriver à une formation qui n'a pas de débouché. Donc, c'est de savoir un petit peu quelles informations vous avez pu identifier, je dirais, sur les perspectives de cet emploi dans votre région, quelles sont les limites géographiques à votre recherche d'emploi, si vous avez répertorié le nombre d'offres d'emploi sur la région, et tout simplement si vous avez réalisé une étude de marché sur ce métier.
Alors, moi, je vais aussi vous parler d'un autre dispositif qui est dans la continuité, dans la continuité du projet de transition professionnelle et qui mobilise un autre dispositif qui est le dispositif démissionnaire. Alors, on a le choix justement de mobiliser ce dispositif d'émission pour reconversion quand justement, ou pour création d'entreprise aussi, qu'est-ce que c'est le dispositif d'émission pour reconversion? Alors, c'est un dispositif qui permet à un salarié de saisir toujours, et là, il est obligatoire de passer par un conseil en évolution professionnelle pour pouvoir instruire la demande, de présenter justement sa volonté de démissionner, de bénéficier des allocations de retour à l'emploi pour suivre une formation ou pour créer une entreprise. Alors, évidemment que ce dispositif a des critères d'éligibilité. Il ne s'adresse qu'aux personnes en CDI, et donc un CDI vers un CDI à temps complet ou temps partiel. Donc, avec la personne, il faut qu'elle soit en CDI depuis 5 ans. Alors, évidemment, on peut, entre 2 contrats en CDI, avoir une fenêtre de 48 heures, je dirais, pas plus, je dirais. C'est-à-dire que si vous démissionnez le vendredi et que vous reprenez un CDI le lundi, c'est faisable. Par contre, plus de 48 heures, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, voilà pourquoi il ne s'adresse aussi que pour les personnes en CDI. Donc, quel type de formation? Tout type de formation. Évidemment, les formations, je ne reviens pas, c'est le même dispositif, c'est-à-dire les formations répertoriées au RNCP, d'accord, référencées. Il faut, avant de saisir justement ce dispositif pour la reconversion via la formation, ne pas être démissionnaire, d'accord, dans un premier temps. Donc, comment est jugée, je dirais, la validité un petit peu de ce dispositif? C'est tout simplement, on constitue un dossier de démission pour reconversion, création d'entreprise. D'accord? On va expliquer ses raisons, on va détailler un petit peu ce qui nous pousse, je dirais, justement, à démissionner pour se former. Et vous allez me dire, oui, mais quelle est la différence entre un PTP et un projet de transition professionnelle et ce dispositif de reconversion? Alors, il peut être mobilisable, ce type de dispositif, pour les formations longues, je dirais, les formations supérieures à 1200 heures. Voilà. Dans le cadre d'une formation à 1200 heures, eh ben, on reste dans du dispositif projet de transition professionnelle, tout simplement. Donc, de même, on peut le mobiliser pour création d'entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent, je dirais, qui veulent quitter leur emploi pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, elles vont étudier justement la faisabilité de la création en mobilisant, je dirais, différents conseils auprès des organismes tels que la BGE pour évaluer, je dirais, la faisabilité du projet, établir un plan de financement. Et une fois que la personne est fixée sur la faisabilité de son projet, elle saisit le conseil en évolution professionnelle pour justement instruire une demande de démission pour création en entreprise. Les conditions sont les mêmes. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ces différents dispositifs nécessitent, je dirais, d'anticiper parce qu'il y a un calendrier d'instruction, d'anticiper ces demandes. On ne peut pas arriver aujourd'hui à avoir un projet en tête et vouloir le réaliser le mois prochain. Non, il y a un calendrier à respecter et donc on fait avec ce calendrier. Donc, je vais revenir sur le dernier dispositif existant qui est Transco. Alors, qu'est-ce que c'est la transition
collective. Alors, la transition collective, c'est un nouveau dispositif co-construit entre l'État et les partenaires sociaux qui permet aux entreprises d'anticiper, je dirais, les mutations économiques et d'accompagner les salariés à se reconvertir. Donc, à l'issue de son parcours de formation, le salarié s'oriente vers un métier porteur de son territoire en évitant évidemment la case période chômeur, je dirais. C'est un dispositif, je dirais, qui s'adresse, évidemment, ce qui est prioritaire, ce sont les formations concernant les métiers porteurs. Donc, on peut retrouver, je dirais, aisément ces listes de métiers porteurs sur le CREFOP, d'accord. On peut aussi, je dirais, pouvoir un petit peu saisir le conseil en évolution professionnelle pour se renseigner un petit peu sur les modalités. Les employeurs peuvent saisir le conseil en évolution professionnelle pour se renseigner sur les modalités de ce dispositif. Alors, ce dispositif fait intervenir plusieurs acteurs, donc la Directe, Transition Pro, les OPCO, l'opérateur privé pour l'accompagnement, d'accord. Le financement de ces formations sont prises en charge en totalité par le FNE, le Fonds national de l'emploi, formation, qui prend en charge la rémunération et la formation des salariés, d'accord, selon un barème qui prendra en compte la taille de l'entreprise. Alors, il ne faut pas hésiter justement pour des personnes ou des employeurs qui se posent la question de se rapprocher justement de ces interlocuteurs, la Directe, le conseil en évolution professionnelle ou tout simplement l'OPCO de l'entreprise. Donc, tout ça pour vous dire que justement, quelle est la place du conseil en évolution professionnelle dans ces différents dispositifs? Eh bien, c'est l'occasion, tout simplement, de pousser la porte d'un conseil en évolution professionnelle pour pouvoir se renseigner au mieux sur, justement, à partir d'une idée de transition, comment la mener, la nourrir. La réflexion est très importante et comment, surtout, jalonner, je dirais, ce parcours d'élaboration d'une stratégie pour aboutir à la réalisation de son projet professionnel. Donc, évidemment, le conseil en évolution professionnelle, comment le saisir? Tout simplement via notre site internet, je m'informe, je prends rendez-vous, www.mon-cep.org, d'accord. Ce site va vous rapprocher de votre opérateur de région le plus proche, soit de votre domicile, soit de votre domicile, soit justement de votre lieu de travail. Alors, à savoir que quand vous nous saisissez, je dirais, un rendez-vous est fixé dans les 10 jours, je dirais, à votre guise, c'est-à-dire pendant la journée, hors temps de travail aussi. Nous avons des plages horaires assez larges, je dirais, entre midi et 2 ou après votre temps de travail, en présentiel ou en distanciel, d'accord. Le conseil en évolution, je dirais, est là pour vous écouter et vous guider au mieux en co-construction, évidemment, dans votre projet. Je dirais, nous sommes là pour vous aider au mieux. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous prie de nous excuser pour, je dirais, ces problèmes techniques de slide. J'espère que j'ai pu synthétiser au mieux, je dirais, ce webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire sur les autres webinaires présents au cours de cette semaine d'évolution professionnelle, avec différentes thématiques. N'hésitez pas, ça va vous donner une large palette d'informations. Donc là, je vais prendre un petit peu le relais à vos questions. Je sais qu'on est en train de répondre justement en direct à vos questions. Donc, si vous me le permettez, donc on va voir un petit peu les questions.
Alors, Isabelle nous dit, j'ai peut-être manqué l'information, combien de fois, combien de temps a-t-on accès gratuitement à un conseiller? Vous avez tout à fait raison, vous n'avez pas manqué l'information, c'est moi qui ai omis de la... Alors, autant de fois que vous voulez, c'est-à-dire une première fois, vous pouvez saisir, Isabelle, un conseil pour un premier niveau d'information, hein, et puis en arriver, arrêter à là, et puis revenir justement pour réaliser votre projet professionnel. Donc, la deuxième, alors, combien de fois, combien de temps a-t-on accès gratuitement à un conseiller? Donc, alors, il faut savoir que les étapes, un maximum, alors, le conseil en évolution professionnelle, il est sur le premier niveau d'accès d'information, il est sur 2 heures, hein, sur 2 rendez-vous différents où vous pouvez le mobiliser en une seule fois, 2 heures. Le deuxième niveau d'information, justement, la construction d'un projet, de l'élaboration à la formalisation de ce projet, eh bien, il peut être de 6 mois, d'accord? Et puis après, on peut faire un appui qui est de l'ordre illimité après ce premier niveau, ce deuxième niveau d'accompagnement. Donc, Laurie me dit clairement, si je démissionne, pourrais-je utiliser mon CPF pour financer une formation? Alors, vous démissionnez. Alors, si c'est dans le cadre, justement, si on a étudié justement cette possibilité de démissionner, si on vous accorde la démission dans le cadre du projet de démission pour reconversion, hein, il faut savoir que vos droits ne sont pas utilisés. Ils sont juste mobilisables, vos droits CPF ne sont pas utilisés. Ils sont juste mobilisables dans le cadre du PTP où on va les utiliser pour financer le coût pédagogique de la formation. Donc, qui émet la liste des métiers porteurs? C'est très bien. Donc, la liste des métiers porteurs, vous pouvez la retrouver, je dirais, c'est le CREFOP, d'accord? Vous pouvez la retrouver sur les sites de la Direct, d'accord? Sur les sites, oui. Alors, je vais essayer de répondre au mieux. Alors, oui, elle varie dans le temps. Alors, elle varie selon les régions, je dirais. Hein. Donc, elle est déterminée en fonction des besoins des régions. Évidemment, la crise Covid a fait que, effectivement, certains métiers sont émergents et on a besoin de ces métiers justement sur les métiers de l'artisanat notamment, sont très demandés. Alors, oui, je vais regarder un petit peu pour compléter. Il me semble qu'il faut l'accord du médecin conseil de la Sécu. Alors suspendu le temps de la formation. Alors, il faut savoir une chose que je ne vous ai peut-être pas dite et que j'ai pu un peu passer sous silence. Pour le PTP, le projet de transition professionnelle, il faut absolument l'accord, je dirais, de l'employeur. L'accord, c'est l'autorisation d'absence pour pouvoir entamer justement, quand on est en CDI, hein, pour pouvoir entamer une formation. Quand on est en CDD, évidemment, l'accord n'est pas utile puisque la période, la formation, en général, on a 6 mois après la validation de votre dossier pour pouvoir entamer la formation. Alors, oui, je vois que Noël, on lui a répondu. Alors, j'ai démissionné pour accepter un CDD de 6 mois au 1er novembre en tant que secrétaire. Est-ce que je pourrais demander une formation pendant mon contrat? Ben, écoutez, là, tout dépend, je dirais, du poste que vous occupez. Alors, il faut à savoir que dans certaines entreprises, si justement cette formation est en lien avec le poste que vous occupez, vous pouvez mobiliser le plan de développement de compétences de l'entreprise, d'accord, qui va vous financer via l'OPCO la formation. D'accord. Après, tout dépend de la... Là, je ne connais pas, Noël,
combien vous avez de mois d'expérience professionnelle, hein, si vous avez le nombre de mois requis, je dirais, hein, pour être éligible à ce dispositif. Mais sachez-le, quand on arrive sur une entreprise, même, je dirais, on peut toujours demander, si la formation est en lien avec les missions, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, hein, via le plan de développement de compétences. Alors, je réponds, je vais juste un peu étayer la question de Magali, qui nous dit, est-il possible de se former pendant une reconversion en arrêt de travail? Alors, de préparer certainement un projet de transition professionnelle, hein, je dirais, mais il faut que, justement, au moment du passage en commission de votre dossier, vous soyez en activité. Donc, on ne peut pas justement laisser, je dirais, examiner, la commission ne peut pas examiner tout comme les personnes qui ont, je dirais, des contrats de travail suspendus, hein, justement par rapport à cette nouvelle exigence du pass sanitaire, je dirais, eh bien, on ne peut pas présenter un contrat de travail, on ne peut pas présenter un dossier quand un contrat de travail est suspendu, quand vous êtes en arrêt de travail. On peut instruire une demande, d'accord, quand vous êtes en arrêt de travail, à condition qu'au passage, je dirais, de la commission, vous êtes en activité. Peut-on alors... voilà. Alors, on vous a répondu, Françoise. Quels sont les dispositifs complémentaires au financement? Si on est en poste, comment est-ce possible de financer une formation parfois plus chère que le montant du CPF en maintenant un revenu? Alors là, c'est très pertinent comme question. Effectivement, parfois, nous avons affaire à je dirais, des formations qui sont un petit peu onéreuses, et sur notre crédit de formation, nous n'avons pas le montant nécessaire. On peut demander, je dirais, si ces formations sont une plus-value pour l'entreprise, un abondement de son entreprise. Alors, l'entreprise peut abonder votre compte CPF et combler la différence pour justement pouvoir vous permettre de contracter cette formation. Ou sinon, il vous reste le financement personnel. Après, ça tout dépend de votre statut. Si des organismes, alors si vous êtes en situation de handicap, il faut savoir que les AGFIP aussi peuvent abonder, je dirais, compléter par un cofinancement, je dirais, une formation. À savoir, là, je vous ai répondu parce que vous étiez en poste. Alors, je veux bien aussi étayer un petit peu pour les personnes permittantes, hein, je dirais, qui cumulent des périodes des CDD et des périodes de chômage. Je dirais, quand la personne est suivie par son conseiller, elle peut aussi, je dirais, prétendre à des formations, et à ce moment-là, le Pôle emploi abonde le CPF, je dirais, complète le CPF dans certains types de formations qui ne sont pas prises en charge par la région. Alors, Amandine, je vois qu'on a répondu un petit peu à votre question. Donc, effectivement, alors, si vous choisissez de quitter votre CDI, je dirais, alors, pourquoi quitter votre CDI pour réaliser une formation? Alors, vous pouvez mobiliser le projet de transition professionnelle. Effectivement, il y a parfois des employeurs qui sont réticents, mais alors sachez une chose, un employeur a le droit de reporter un projet de transition professionnelle, une fois 9 mois, je dirais, pendant 9 mois, parce que justement, il ne peut pas se séparer du salarié, mais pas une deuxième fois. Donc, il est dommage je dirais, de quitter son CDI alors que d'autres possibilités peuvent s'offrir à vous, notamment le projet de transition professionnelle.
Voilà. Alors, à savoir que si vous quittez votre CDI, si vous démissionnez, vous n'avez pas droit aux ARE. D'accord, de plein gré, sans passer par le dispositif démissionnaire, la validation de transition pro. Par contre, si vous passez par le dispositif démissionnaire, à savoir que la validation, après votre formation, je dirais, est prise en charge par le Pôle emploi qui va justement étudier la possibilité de vous cofinancer cette formation. Donc, c'est je dirais, c'est le Pôle emploi qui prend la relève si vous passez par un PTP, d'accord? Via aussi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, via l'abondement de votre compte CPF. Alors, l'employeur peut accepter, oui, tout à fait. Alors, je rejoins ma consoeur qui dit que l'employeur peut accepter de financer une formation en distanciel si elle existe en présentiel qui choisit. Donc, évidemment, tout va dépendre de l'OPCO. Il suffit que ces formations soient référencées au répertoire national de formation, qu'elles soient en présentiel ou en distanciel, d'accord, c'est vous qui choisissez le mode, je dirais, le mode le plus adéquat. Alors, si c'est en présentiel, sachez une chose, si dans le cadre du plan de développement de compétences, le coût pédagogique est pris en charge par le co et votre salaire aussi pendant votre temps de formation. Si c'est en distanciel, la formation peut se faire hors temps de travail. Alors, pour faire un stage d'immersion dans une entreprise, faut-il l'autorisation de son employeur quand on est salarié? Alors, et là, voilà, je tiens à préciser encore une fois, ce temps d'immersion, il est fait sur votre temps libre, c'est-à-dire sur vos congés ou sur, justement, hors temps de travail. Donc, là, vous n'avez pas besoin je dirais, de l'accord de votre employeur. Alors, je vois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Je vais encore... oui. Alors, la question du secteur public, effectivement, de Magali, c'est la DRH qui conduit toutes ces étapes, évidemment. Il faut revenir vers sa DRH. Donc, alors, quel est le CEP pour le dispositif? Alors, quel est le CEP pour le dispositif démissionnaire? Alors, je vois qu'on a répondu à votre question. Je vais essayer de répondre aux questions qui n'ont pas eu de réponse. Hein. Donc, je vais voir un petit peu le chat. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des questions et qu'on a répondu au mieux par chat. J'ai essayé de répondre au mieux. C'est vrai que c'est un webinaire qui mérite, je dirais, d'être beaucoup plus développé et beaucoup plus, je dirais, si on avait un peu plus de temps. Mais je vous invite, je réitère, je vous invite à vous rapprocher du conseil en évolution professionnelle de votre région. Donc, je vous remercie. Et je vous prie de m'excuser pour les incidents techniques. J'espère que les explications fournies vous ont permis un petit peu de mieux vous guider, mieux connaître, je dirais, les différents dispositifs et le conseil en évolution professionnelle. Je vous dis bonsoir et au revoir et merci.